Joël Le Squarnec est un violeur, un pédocriminel, peut-être le pire que la France ait connu. Près de 300 victimes, dont certaines avaient à peine 18 mois. La plupart de ces agressions ont eu lieu en Bretagne, essentiellement dans des hôpitaux, car Joël Le Squarnec était médecin. Cette affaire a profondément secoué la France et particulièrement notre région. Dans ce long format, produit par la rédaction de France 3 Bretagne, nous allons retracer le parcours glaçant de cet ancien chirurgien qui a sillonné nombreux établissements du Grand Ouest. Spécialiste des opérations d'appendicite et des troubles digestifs, il est passé par Lorient, Quimperlé, Pontivy, Flers, Malétroit, Loches, Ancenis, les Sables d'Olonne, Jonzac et Vannes. Vannes, justement, c'est là où se tient actuellement son nouveau procès. Un procès historique, hors norme par sa durée, 4 mois, et par le nombre effrayant de victimes. Vannes, c'est surtout la ville où Joël Le Squarnec a exercé pendant près de 10 ans, entre 1994 et 2003, à la clinique du Sacré-Cœur. C'est là qu'il a commis le plus d'agressions, au moins 200 victimes. Et c'est aussi à Vannes qu'il avait déjà été condamné une première fois, en 2005, pour détention d'images pédopornographiques. 4 mois de prison avec sursis seulement, sans obligation de soins, sans restriction de son activité professionnelle, alors même qu'il continuait à examiner et à opérer des enfants. Il se fera arrêter 12 ans plus tard. Ce violeur en blouse blanche a utilisé pendant 30 ans son aura de médecin, de cadre respecté dans les hôpitaux, pour assouvir impunément ses fantasmes criminels. Grâce aux révélations des premières semaines de ce procès, auxquelles plusieurs journalistes de notre rédaction, dont moi-même, avons assisté, nous allons plonger plus profondément dans les questions qui entourent l'affaire Joël Le Squarnec. Qui était vraiment cet homme, à la vie en apparence parfaite? Comment a-t-il pu agir pendant près de 30 ans en toute impunité? Nous reviendrons sur tout ce qui n'a pas fonctionné, les failles de la justice, l'aveuglement des hôpitaux où il exerçait sans inquiétude, mais aussi ce silence étouffant, au cœur même de sa famille, ce silence qu'il a protégé si longtemps. Nous reviendrons également sur la parole des victimes, ces victimes dont les agressions étaient soigneusement consignées par le chirurgien lui-même dans ses fameux carnets noirs. Ces journaux intimes morbides où il se définissait ouvertement comme pédophile. Dans cette affaire, l'horreur n'a aucune limite. Si la majorité des agressions ont eu lieu dans les établissements médicaux où il travaillait, Joël Le Squarnec s'en prenait aussi aux enfants de sa propre famille, aux enfants de ses amis, à ceux qui croisaient simplement sa route ou qui entraient chez lui pour jouer avec ses enfants. Devant la présidente du tribunal de Vannes, il a d'ailleurs reconnu, clairement, « Je guettais les opportunités ». Aujourd'hui, âgé de 74 ans, Joël Le Squarnec est jugé depuis le 24 février 2025 devant la cour criminelle du Morbihan. Il doit répondre de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées. Face à lui, 299 victimes se sont portées partie civile. Tout espère enfin une reconnaissance, une réparation. À Vannes, ces victimes nous le disent. Ce procès, c'est leur parole, enfin écoutée. C'est la justice attendue depuis si longtemps. Nous verrons ensemble ce que l'accusé risque exactement dans ce nouveau procès. Mais d'abord, revenons sur son parcours et sa personnalité. Tout a commencé en Charente-Maritime avec la plainte bouleversante d'un couple de parents. Leur petite fille de 6 ans leur raconte, avec ses mots d'enfant, qu'elle a été violée par le voisin à travers le grillage qui sépare les deux jardins. Cette première plainte, déposée en avril 2017, déclenche rapidement une perquisition chez Joël Le Squarnec. Et là, tout bascule. Face aux enquêteurs, le chirurgien fait spontanément des aveux, révélant 3 autres victimes, une patiente de 4 ans et 2 de ses propres petites nièces. Il est alors interpellé, placé en détention provisoire et renvoyé devant la cour d'assises de Saintes. Le 3 décembre 2020, jour de son anniversaire, Joël Le Squarnec est condamné à 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 4 enfants. Mais lors de la perquisition de 2017, les gendarmes ont découvert l'impensable. Dans son ordinateur, des fichiers textes, des listes vont dévoiler l'étendue des atrocités commises sur près de 300 victimes. Dans ces carnets noirs, il y a des écrits évoquant des actes zoophiles, il y a des serments de pédophiles illustrés par des photomontages de lui, entouré d'enfants nus, conçus à la manière de diplômes où il exprime sa fierté d'être pédophile et son envie de l'être toute sa vie. Des serments reconduits chaque année à date anniversaire pendant plus de 10 ans. Il y a plus de 300 000 photos et 151 vidéos à caractère pédopornographique. Elles sont d'une violence extrême et se mêlent à des vidéos de décapitation, de meurtre, de torture, le tout dans 27 disques durs cachés sous le matelas de l'accusé. Tout ce contenu a été découvert et examiné par une femme, une gendarme.
C'est elle qui a interpellé Joël Le Squarnec en 2017 dans sa maison de Jonzac, où il vivait nu, dans une hygiène déplorable, indescriptible, au milieu de ses poupées représentant des petits garçons et des petites filles avec lesquels il se livrait à des pratiques sexuelles, parfois plusieurs fois par jour. Cette même gendarme, on l'a entendue au 5e jour du procès à Vannes. C'est grâce à elle, grâce à son enquête minutieuse dans les disques durs, que de nombreuses victimes ont pu être identifiées. Joël Le Squarnec notait tout, les prénoms, l'âge, la date de naissance, la date précise des faits et même les adresses des enfants qu'il agressait. Comme s'il faisait une collection. Et à côté, il décrivait précisément les sévices qu'il leur imposait. À l'audience, la gendarme a témoigné par visioconférence, encore traumatisée par ce travail d'identification et l'analyse de ces documents. On sentait dans sa voix qu'elle était encore profondément marquée par cette enquête. À Vannes, toutes les victimes ont tenu à saluer le courage de cette militaire. Parmi elles, l'avocate maître Marie Grimaud, qui représente une quarantaine de parties civiles. Elle lui a rendu un hommage particulièrement fort. Cette enquêtrice est en arrêt de travail depuis 3 ans. Quand la présidente du tribunal a voulu l'interroger sur les fameux carnets noirs de Joël Le Squarnec, il a fallu écourter son audition, l'émotion était trop forte. Dans les carnets, une année faisait entre 40 et 100 pages. Le ton était vulgaire, pervers et la précision chirurgicale. Il y évoque en détail son plaisir, il note tout et dédie ce texte à ses amis pédophiles. 256 victimes sur les 299 parties civiles au tribunal étaient endormies, sous anesthésie ou à peine éveillées. Le chirurgien a aussi reconnu devant le tribunal avoir eu recours à la soumission chimique sur certains enfants. Ces victimes étaient parfois conscientes. Le médecin profitait alors de son statut pour faire passer ses attouchements pour des gestes médicaux. Joël Le Squarnec affirme au tribunal avoir agi dès qu'il était seul avec un enfant, en l'absence des parents, sorti de la chambre ou des infirmières appelées ailleurs, mais également discrètement en public. Face aux questions de la présidente du tribunal, il répond simplement « Ce qu'il voyait en vidéo, il voulait absolument le reproduire, l'expérimenter. » Selon ses propres mots, la pédophilie était son seul objectif, toute son existence était centrée sur la satisfaction de ses fantasmes. Un comportement qualifié de pervers prédateur lors d'une expertise psychiatrique. L'enquêteur chargé d'étudier sa personnalité décrit Joël Le Squarnec comme quelqu'un de froid, méthodique, avec une intelligence très nette. Dans la vie publique, Joël Le Squarnec s'affichait comme un notable, le chirurgien respecté, le bon père de famille, au-dessus de tout soupçon. Face aux enquêteurs, aux victimes ou aux magistrats, il reste toujours calme, ne montre jamais le moindre signe d'agacement. Quand il répond, c'est bref, précis, avec les mots justes. Devant la cour, Joël Le Squarnec a clairement reconnu qu'il avait ressenti une forme de fierté à être pédophile. Il explique au tribunal que cette perversion envahissait toute sa vie, qu'il en tirait du plaisir sans jamais chercher à s'arrêter. Pour ces victimes, une question revient sans cesse. Aurait-il pu être stoppé plus tôt? Comment a-t-il pu agir ainsi plus de 30 ans? La première explication vient de lui-même. On ne remettait pas en cause ma parole. Ce qu'un chirurgien dit est parole d'évangile, assure Joël Le Squarnec devant les magistrats de Vannes. Il a agi en toute impunité alors que son comportement posait problème à certains collègues, surtout après sa condamnation pour consultation d'images pédopornographiques en 2005. C'était déjà au tribunal de Vannes. Revenons sur ce point. C'était le FBI qui alerte dès 2004 les enquêteurs français. Les agents américains travaillent sur une enquête mondiale nommée Falcon et ils ont repéré l'adresse informatique du médecin via des traces d'achats en ligne par sa carte bleue. Les achats ont été effectués sur un site internet pédopornographique russe basé aux USA. À ce moment-là, Joël Le Squarnec exerce comme chirurgien à Lorient. Il est alors entendu par une juge d'instruction et stratégiquement, Joël Le Squarnec reconnaît les faits et les minimise. Il fait un mea culpa et évoque un contexte familial compliqué. Surtout, il dit regretter ses actes. Cet homme convaincant, bien installé, est cru par la justice qui ne lancera pas d'investigation sur son lieu de travail alors qu'il gardait à l'époque ses disques durs avec son stock d'images pédophiles et les récits de ses viols dans son bureau. Pas de recherche non plus à son domicile, où il cachait sa collection de poupées macabres dans une grande armoire, fermée à double tour. En 2005, il est condamné à une simple peine de 4 mois avec sursis, sans obligation de soins, ni aucune interdiction d'exercer aux côtés de mineurs. La justice n'informe ni l'hôpital où il exerce, ni le Conseil de l'Ordre des médecins, alors qu'il ausculte et opère des enfants toute l'année. Et sa carrière se poursuit. Il était à Lorient. Moins d'1 an après cette condamnation, il postule à l'hôpital de Quimperlé dans le Finistère, où il effectuait des remplacements réguliers.
Sa condamnation n'est pas encore inscrite à son casier judiciaire. Dans un premier temps, la direction n'en a pas connaissance. La procédure de recrutement prend du temps et sur cette période, un psychiatre de l'établissement fait un signalement à sa direction. Joël Le Squarnec avait déjà eu devant un collègue des propos jugés ambigus avec un double sens clairement sexuel à propos d'un de ses jeunes patients. À la même époque, des parents portent plainte après une opération qui leur semble beaucoup trop longue, anormale. Pourtant, malgré ces alertes, la direction de l'hôpital et le Conseil de l'Ordre des médecins du Finistère décident de ne prendre aucune sanction à son encontre. En 2006, Joël Le Squarnec est même titularisé alors qu'il ne remplit pas les critères de moralité exigés pour ce poste. Sa dangerosité, son attirance pour les enfants étaient déjà connues à l'époque, mais les hôpitaux n'ont pas su ou pas voulu agir. C'est ce que dénoncent aujourd'hui encore les avocats des victimes au procès de 2025. Après Quimperlé, c'est un autre établissement qui décide de l'embaucher. L'hôpital de Jonzac, la ville où il sera finalement arrêté. Jamais, pendant tout ce temps, le chirurgien n'a caché sa première condamnation. Tout était visible, mais personne n'a voulu voir. Pire, alors qu'il aurait dû partir à la retraite en 2015, l'autorisation d'exercer lui est renouvelée, malgré son âge avancé. Les victimes accusent aujourd'hui directement le Conseil de l'Ordre des médecins. Dès l'ouverture du procès, des syndicats médicaux prennent aussi la parole pour dénoncer cette institution, incapable selon eux d'avoir protégé les patients. Ces médecins parlent aujourd'hui d'une passivité irresponsable. Ils jugent inadmissible que l'ordre ne présente toujours ni regret ni excuse publique, malgré l'ampleur du scandale et les conséquences dramatiques pour les victimes. Après l'échec flagrant de l'enquête de 2005, après l'inaction coupable du monde médical, Joël Le Squarnec a bénéficié d'une autre protection tout aussi puissante, celle du silence, une omerta au cœur même de sa propre famille. Dès 1996, bien avant l'enquête du FBI et sa première condamnation, le chirurgien écrivait dans ses carnets « Elle a découvert que je suis pédophile ». Pour les enquêteurs, ce « elle » ne fait aucun doute, il s'agit clairement de son épouse. Pourtant, devant les juges, elle nie formellement avoir été au courant. Pourtant, dans ces mêmes carnets, Joël Le Squarnec raconte précisément comment elle lui confisque ses poupées, comment elle tombe sur ses écrits. Là encore, la police est convaincue, ce « elle », c'est bien sa femme. Mais interrogée à la barre par la présidente du tribunal de Vannes, le 26 février 2025, son ex-épouse ne sait de rien. Elle répète qu'elle n'a jamais rien su, jamais rien vu. Selon elle, ce « elle » dans les carnets, c'est la conscience du chirurgien. Elle sait, elle a découvert que je suis pédophile, ce serait Joël Le Squarnec dialoguant avec lui-même, avec sa propre culpabilité. Malgré les extraits précis lus à haute voix, malgré les questions insistantes, elle reste sur cette ligne. Elle affirme devant toute la cour qu'elle a tout découvert seulement en 2017, au moment où son mari a été arrêté. Elle répète à l'audience qu'elle n'a jamais douté de lui, qu'elle n'a jamais été informée de sa condamnation de son mari en 2005. Elle pensait même que la police s'était trompée en l'arrêtant. Elle reconnaît seulement avoir trouvé dès 1996 des listes de films pédopornographiques dans son garage. Mais elle affirme que son mari lui avait donné une explication convaincante. Et puis, elle lâche ces mots terriblement dérangeants. Face au tribunal, elle accuse sa propre nièce, victime à seulement 5 ans des agressions de Joël Le Squarnec, d'avoir été manipulatrice. Elle ajoute même cette phrase glaçante « Certains enfants aiment être attouchés ». Ces propos provoquent aussitôt l'indignation des victimes dans la salle. Beaucoup sont désormais convaincus qu'elle savait, qu'elle a menti toutes ces années, probablement pour préserver son train de vie, pour des raisons financières. Ce n'est qu'en 2023, 6 longues années après l'éclatement de l'affaire, qu'elle finit par divorcer de Joël Le Squarnec. À l'audience, sa stratégie de défense s'appuie sur sa propre position de victime. Elle raconte avoir elle-même subi des viols, enfant puis adulte, infligés par un membre de sa famille et un autre compagnon. Et elle rejette une grande partie du silence familial sur sa belle-sœur, la sœur de Joël Le Squarnec. Car cette belle-sœur avait appris dès l'an 2000, 17 ans avant l'interpellation du chirurgien, que son frère avait violé l'une de ses filles. Immédiatement, elle le confronte lors d'une discussion en tête-à-tête dans une voiture. Lui reconnaît les faits, pleure, s'excuse. Elle décide de ne pas porter plainte. Aujourd'hui, en pleurs devant la cour, elle avoue regretter profondément ce choix. Elle reconnaît qu'elle aurait dû alerter les autorités pour protéger ses filles pour elle-même. Plus tard, elle découvrira avec horreur que ses 2 filles avaient été en fait violées. À la barre, elle assure avoir demandé à l'époque à son frère de se faire soigner, mais concrètement, rien ne s'est passé, absolument rien.
À l'audience, la sœur de Joël Le Squarnec affirme que son frère lui aurait confié que sa femme était parfaitement au courant. Elles en auraient discuté plusieurs fois ensemble. Elle évoque un courrier envoyé par l'ex-épouse aux membres de la famille, leur demandant explicitement de garder le silence sur le passé de son mari afin de préserver leur troisième fils. Concentrons-nous maintenant sur les victimes de ce médecin. Si elles n'ont jamais parlé, c'est surtout parce que la plupart des victimes étaient endormies, inconscientes lors des faits. Celles qui ne l'étaient pas restaient tétanisées, traumatisées par cet adulte tout-puissant, abusant de son autorité de médecin. Durant le procès, Joël Le Squarnec continue d'allonger froidement la liste de ses victimes. Il avoue de nouveaux viols, comme celui infligé à la fille de son fils aîné, ou à des patients dont il niait catégoriquement les agressions avant ce procès. Chaque jour, des victimes prennent la parole. À la barre, elles racontent leur vie brisée, leur confiance détruite à jamais à cause de cette journée terrible où elles ont croisé le chirurgien. Elles décrivent les crises de panique, les cauchemars à répétition, les troubles alimentaires, la dépression. Des années à souffrir sans même comprendre pourquoi. Parmi ces victimes, 275 avaient moins de 15 ans. Aujourd'hui, une dizaine d'entre elles sont internées en psychiatrie. 2 se sont suicidées, les conséquences sont immenses, tragiques, irréparables. Et puis, il y a la violence d'après. Celle du jour où, par un simple appel de la police, ces adultes ont découvert brutalement leur statut de victime, parfois 10, 20 ou 30 ans plus tard. Celle du moment où, dans un commissariat ou une gendarmerie, ils ont lu les lignes écrites par Joël Le Squarnec à leur sujet, découvrant avec effroi ce qui se passait dans la tête du chirurgien pervers. C'est alors revivre l'horreur, celle d'avoir été un objet entre les mains de ce médecin. Au procès, 299 victimes viennent tour à tour à la barre pour raconter ce cauchemar vécu pendant l'enfance, le jour où elles ont croisé ce docteur. À chaque fois, le même rituel se répète. Un adulte avance vers le micro et sur les écrans du tribunal apparaît soudain sa photo d'enfant, prise à l'âge exact où l'agression a eu lieu, comme pour le replonger à l'instant précis où le temps s'est arrêté. Chacune évoque alors son traumatisme profond, ce trouble qui dormait en eux depuis tant d'années, sans jamais avoir pu être identifié. Ils sont artisans, employés, agriculteurs, policiers, soignants, des femmes, des hommes. Pour certains, venir témoigner au tribunal fait partie du lent chemin vers la reconstruction. Pour beaucoup d'autres, les fissures sont profondes et semblent irréparables. Ce procès hors norme réunit tant de victimes que la salle d'audience n'a pas pu toutes les accueillir. Durant les premières semaines, beaucoup ont dû suivre les débats dans un amphithéâtre voisin avec une retransmission vidéo en direct. À la barre, chacun raconte son histoire, sa souffrance. Dans la salle d'audience, dans son box, Joël Le Squarnec écoute en silence, puis exprime d'une voix mécanique quelques mots d'excuses. Après avoir témoigné, les victimes repartent, avec elles une attente, celle du verdict que rendra en juin la cour criminelle de Vannes. Ce procès, celui du plus grand pédocriminel français connu à ce jour, est malheureusement historique. Tous les éléments présentés ici proviennent des articles et reportages réalisés par notre rédaction, principalement grâce aux journalistes Nicolas Corbard, Colombine Denis, Myriam Thiebaud et moi-même. Ce format double clic est une autre façon de vous raconter cette histoire. À bientôt.